Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va consacrer notre vidéo sur une révision du cours de série chronologique. Alors bien sûr, je vais au moins faire deux vidéos sur ce cours-là pour bien comprendre parce que c'est un module très important. C'est quelque chose qui est très important qu'on utilise au fur et à mesure que vous pouvez la rencontrer soit dans votre parcours de master ou parcours de licence. C'est pas un cours facilement à comprendre, mais je vais essayer grâce à ces vidéos que je vais faire, que je vais vous poster dans ma chaîne YouTube MathES, de comprendre d'une façon théorique c'est quoi les séries chronologiques. Bien sûr, le côté pratique, je ne vais pas le faire parce que le côté pratique, on va utiliser, c'est l'utilisation des logiciels, euh, par exemple, eView, SPSS, MATLAB, comme ça, pour faire une application, on va dire, d'une d'une série, d'une étude de la série chronologique. Mais nous, ce qu'on va essayer de comprendre dans notre cours ici, dans notre vidéo, dans les différentes vidéos que je vais poster, c'est quoi une série chronologique, comment on doit procéder pour l'étude d'une série chronologique et comment on peut tout simplement, si vous avez des examens à passer sur les séries chronologiques, comment vous allez tout simplement soit résoudre ou arriver à déterminer à déterminer bien sûr les différentes questions qui sont posées dans l'examen. Bien, alors on va commencer. Donc ça c'est mon cours que vous avez devant vous, hein. C'est un cours d'économétrie où il y a la régression linéaire simple, multiple, les estimations, tests d'hypothèse. Donc vous avez presque toute la panoplie d'économétrie et après on passe jusqu'à on arrive à série temporelle ou série chronologique. Alors, bien sûr, une série chronologique, pourquoi on l'étudie? On l'étudie à cause d'une seule chose, c'est pour prévoir. Point final. On étudie une série chronologique pour qu'il nous puisse nous aider à prévoir ce qui va se passer l'année prochaine, dans un mois, dans un jour, dans une semaine, on va dire dans un semestre. C'est la prévision. C'est ça, on va dire, l'objectif. On va dire l'objectif le plus important pour une série chronologique. Alors, la question, peut-on parfaitement, on va dire, prévoir? Ben non, on ne peut pas prévoir parfaitement. Il n'y a pas quelque chose qui est parfait, hein. Dans l'économétrie, il n'y a pas quelque chose de parfait parce qu'il y a l'erreur, il y a le résidu. Et donc, tant qu'il y a l'erreur et le résidu, donc il n'y a pas quelque chose de parfait. Donc, c'est-à-dire, il y a un biais qu'il faut tout simplement on va dire, le rendre le plus petit possible proche de zéro pour que notre modèle, pour notre prévision, soit proche de la réalité. OK? Alors, est-ce qu'il y a une seule méthode pour la prévision? Ben non, il n'y a pas une seule méthode pour la prévision, il y a plusieurs méthodes pour prévenir. Eh ben, vous allez me dire comment on va choisir la meilleure méthode, ça c'est le travail du statisticien. Un vrai statisticien est d'abord confronté au problème de la modélisation de la série temporelle. Il souhaite trouver, ajuster un modèle qui décrive ou représente au mieux les données. Se poseront alors nécessairement les questions d'estimation des paramètres, bien sûr. Il faut estimer les paramètres. Il faut faire des tests d'adéquation à un modèle choisi, comme souvent en statistique. Alors, très bien. Donc, une série temporelle ou encore une série chronologique est une suite finie, comme ça, Y1, Y indice N, qui sont indexés par le temps. Alors, les indices 1 jusqu'à S sont les temps. Alors, c'est le temps, donc l'indice peut être soit minute, soit heure, soit jour, soit l'année, soit mois, soit semestre, soit trimestre, soit ce que vous voulez. Okay. Le nombre n est appelé la longueur de la série et il est la plupart du temps bien utile de représenter la série temporelle sur un graphe construit de la manière suivante. On abscisse le temps et on leur donnait la valeur de l'observation. Et à chaque instant, pour des questions de lisibilité, les points ainsi obtenus sont reliés par des segments de droite. Le graphe apparaît donc comme une lignée brisée, c'est-à-dire sous cette forme-là, par exemple.
La voici. OK? Vous voyez? Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les tâches solaires, hein. Alors il s'agit du nombre annuel de tâches observées à la surface du Soleil pour les années de 1700 jusqu'à 1980. Alors il y a une donnée par an, soit donc 281 points réels par des segments. C'est une des séries temporelles les plus célèbres et les plus connues. Alors, où on peut utiliser les séries chronologiques? On peut l'utiliser sur n'importe quoi. Tant qu'il y a le temps, on peut utiliser une série. La théorie des séries est appliquée de nos jours dans des domaines aussi variés que l'économétrie. La médecine, la démographie, pour n'en citer qu'une petite partie. Il y a l'astronomie, la biologie, il y a la physique, théorie du signal, la météorologie, l'économie, ce que vous voulez. La sociologie, la psychologie, même en linguistique, on peut faire une série chronologique. Même en linguistique, on va dire en communication, tout ça, on peut faire une série chronologique. Très bien. Alors, donc maintenant, on va continuer et on va voir les différents, on va dire, modèles de série chronologique qu'on a. OK? Alors, ici, alors vous voyez, avant qu'on passe aux différents modèles, vous voyez ici, on a une description schématique de l'étude complète d'une série chronologique. Lorsqu'on est face d'une série chronologique, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, lorsqu'on est face, on doit corriger les données. Après, observer la série pour savoir est-ce que la série il a une tendance croissante, une tendance décroissante, une tendance, on va dire, quadratique et ainsi de suite. Après, il faut modéliser, analyser les séries à partir de ses composantes, faire un diagnostic et ajuster, et bien sûr, à la fin, prévoir. Très bien. Donc, on va voir les deux modèles les plus importants qui sont dans les séries chronologiques. Il y a deux modèles, deux types de modèles. Il y a les modèles déterministes et les modèles stochastiques. Deux sortes de modèles. Alors ici, il faut que vous soyez très attentifs avec moi parce que vous allez comprendre à n'importe à quel moment on va utiliser les modèles déterministes et à quel moment on va utiliser les modèles stochastiques. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est très compliqué, mais on va dire pour les gens qui vont faire un mémoire de master où ils vont faire on va dire une thèse, c'est-à-dire ils sont en doctorat, moi je l'encourage de faire cette étape. Elle est primordiale, vraiment primordiale. Alors on a dit il y a deux modèles. Il y a ce qu'on les appelle les modèles déterministes et il y a ce qu'on les appelle les modèles stochastiques. Alors stochastiques, on va les voir après. Dans cette vidéo, moi, je vais me focaliser que sur les modèles déterministes. On va voir un exemple sur les modèles déterministes. Mais n'oubliez pas une petite chose, c'est que ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo-là, c'est qu'on va essayer tout simplement d'arriver à comprendre la différence entre modèle déterministe et modèle stochastique. OK? Très bien. Alors, modèle déterministe, c'est un modèle qui apparaît de la statistique descriptive, hein. Il ne faut intervenir que de manière sous-jacente. Le calcul des probabilités consiste à supposer que l'observation de la série à la date t est une fonction qui dépend que du temps et d'une variable epsilon t. Et ben c'est là où il y a tout, on va dire, le concentré dans notre travail. C'est cette variable epsilon t. Alors, cette variable epsilon t, il faut que vous le rappelez. Donc, on a dit notre fonction, dans le cas du modèle déterministe, yt est égal à f de t et epsilon t. Alors, vous allez me dire, monsieur, pourquoi f dépend de t et epsilon t? Moi, tout ça, je vais l'expliquer. Alors, il faut me suivre, ok? Donc, est une fonction de temps t et d'une variable epsilon t sont très faisant office d'erreur ou modèle, représentant la différence entre la réalité et le modèle proposé. Bien sûr, le epsilon t,
c'est la différence entre la réalité, YT, moins YT chapeau. C'est quoi YT chapeau? C'est le Y qui est proposé par le modèle. Bien sûr, c'est ça. Ce qu'on doit supposer dans le cas des modèles déterministes. On doit supposer dans le cas des modèles déterministes que ce epsilon t, ils sont comment? Ils sont décorrélés. C'est-à-dire il n'y a aucune relation entre les epsilon t moins 1, epsilon t moins 2, epsilon t moins 3 jusqu'à epsilon 0 et epsilon 1. Qu'on soit clair. Ils sont décorrélés. Après, on va dire qu'ils doivent être IID, identiquement distribuées et indépendantes. Les deux modèles de ce type les plus utilisés, donc jusque-là c'est bon. Hein. Donc il doit être décorrélé. Alors qu'est-ce qu'on propose dans le cas des modèles déterministes? On nous propose deux types de modèles. Okay, il y a le modèle additif. Le modèle additif, ça vient du mot additif, donc ça veut dire que je vais l'écrire sous cette forme-là. Okay. YT est égal à F indice T plus S indice T plus epsilon indice T. C'est quoi F indice T? C'est la tendance. S indice T, c'est quoi? C'est la composante saisonnière. Et c'est quoi epsilon T? C'est la composante aléatoire que je la considère ici parce que je suis dans le cas modèle déterministe IID. La voici. Identiquement distribuée et indépendante. OK? Alors, la tendance exprime quoi? Il exprime le mouvement à moyen terme de la série. Alors, on va dire la tendance est le plus souvent modélisée par une fonction polynomiale du temps, c'est-à-dire soit linéaire, soit quadratique, soit une fonction polynomiale d'ordre 3, ainsi de suite. Alors, pour qu'on arrive à comprendre, par exemple, je vais donner directement, regardez ici, hein, ok? Ça, c'est le modèle additif. Pourquoi il est modèle additif? Alors, lorsque vous voyez cette série, ça c'est, on va dire, le diagramme, hein, on va dire, c'est le graphe, ok? Donc, si je relis les valeurs les plus grandes, les sommets, et je relis ici les valeurs les plus petites, ben vous voyez que les deux droites sont parallèles. Ben, s'ils sont parallèles, ça veut dire que le modèle, elle est additif. C'est-à-dire que je vais l'écrire sous la forme de quoi? De YT est égal à F indice T plus S indice T plus epsilon T. Donc, vous voyez, dans une série, donc on remonte, on descend, on remonte, on descend, donc il y a des hauts et des bas. Alors, la tendance ici, c'est ça. C'est-à-dire l'allure où cette fonction, la fonction où il va, qu'est-ce qu'il va atteindre? C'est-à-dire, vous voyez que la tendance, c'est dans ce sens-là. Ok, hein? Donc, elle est croissante. Donc, c'est sous forme linéaire, on va dire. Ok, c'est sous forme linéaire. Donc, c'est ça la tendance. La saisonnalité, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, ce point-là, presque, ce point que vous avez ici, presque, il se répète ici. Donc, ici, on a ce qu'on appelle une composante saisonnière qui se répète à chaque saison. Alors, ici, nous avons 1, 2, 3, 4. Après 4, on va dire, laps de temps, on va revenir à la même, on va dire, à la même saison. On est d'accord? Donc, vous voyez ici, on a une composante saisonnière. Une composante saisonnière. La voici. La composante saisonnière exprime un phénomène qui se reproduit de manière analogue sur chaque intervalle de temps successif. L'étendue de cet intervalle qui est constante est appelée période et sera notée par P. D'accord? Très bien. Alors, on continue. Alors, lorsque P est égal à 4, c'est-à-dire que la série, elle est comment? Elle est trimestrielle. C'est-à-dire, j'ai des données trimestrielles. Si P est égal à 12, j'ai une série mensuelle. Si P est égal à 2, j'ai une série semestrielle. Si P est égal, par exemple, à 6, ça veut dire que j'ai une série mensuelle, c'est-à-dire chaque 2 mois. Et ainsi de suite. Alors, on suppose par ailleurs que l'effet du saisonnier est en moyenne nul sur une période, ce qui signifie que la somme on va dire, de l'effet saisonnier est égale à 0. Et ça, on va la revoir dans une autre vidéo. Hein, il faut le rappeler de ça. Ok? La somme des ST est égale à 0. Alors, les erreurs. Je reviens à mon epsilon t que vous avez ici. Le epsilon t que vous avez ici. Les erreurs, ils sont comment? Ils sont IID. Identiquement distribués et
identiquement distribuée et indépendante. Alors, identiquement distribuée, vous avez l'espérance, c'est égal à 0. Vous avez la variance, c'est une constante, et ils sont décorrélés. L'espérance de epsilon t prime est égale à 0. OK? Alors, ça, c'est le modèle additif. On a aussi le modèle multiplicatif. Alors, multiplicatif, vous voyez, ça dépend. Ça c'est d'après son nom, multiplicatif, multiplication. C'est Ft, la tendance, multiplié par 1 plus St, qui est la composante saisonnière, multiplié par 1 plus epsilon t, qui est l'erreur. Alors, ici, comment on peut la comprendre à travers le graphe? Alors, si je relie les sommets les plus hauts, avec les sommets les plus petits, qu'est-ce que vous remarquez? C'est pas parallèle. Les deux droites ne sont pas parallèles. Donc vous voyez, donc on n'a pas ici une volatilité constante, c'est-à-dire on n'a pas une variance qui est constante, ce qui veut dire que c'est multiplicatif. Par contre ici, la variance elle est constante, on a la même volatilité, ok? Donc ici la variance elle est constante, ok? Donc c'est pour ça que c'est un modèle additif. Par contre ici, la variance n'est pas constante. Et dans ce cas-là, c'est un modèle multiplicatif où on peut aussi utiliser les modèles de Garch. Parce que dans les modèles de Garch, la variance n'est pas constante. Très bien. Alors, maintenant on passe, alors on a dit il y a deux modèles. Il y a le modèle déterministe où on a vu deux sous-modèles dans les modèles déterministes qui est le modèle additif et le modèle multiplicatif. Maintenant on va voir les modèles stochastiques. Alors, ils sont du même type que le modèle déterministe, à ceci près que les variables, alors c'est la même chose. Où il y a la différence? C'est dans le epsilon. C'est que le bruit epsilon t ne sont pas IID, ne sont pas identiquement distribués et indépendants. Ils vont être dans la plupart du temps identiquement distribués, mais ils ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être décorrélés, ils vont être corrélés. Mais possèdent une structure de corrélation non nulle. Epsilon t est une fonction des valeurs passées. Alors, puisqu'ils sont corrélés, ça veut dire que epsilon t va dépendre des valeurs epsilon t-1, epsilon t-2, epsilon t-3. Donc, plus ou moins lointain suivant le modèle. Et donc, le epsilon t, c'est une fonction de epsilon t-1, epsilon t-2, epsilon t-3 et d'un terme erreur qui est étaté. Alors, ces modèles stochastiques, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils décrivent l'évolution dans le temps d'une variable aléatoire, yt. Un processus stochastique est un mécanisme qui permet de générer des observations yt sur une période t est égale à 1 jusqu'à t. Alors, d'une façon générale, la forme générale, c'est que yt, ça s'écrit comme ça. De cette façon-là. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Donc, pour les modèles stochastiques, c'est-à-dire que y indice t dépend de ça. C'est-à-dire si vous tout simplement cherchez dans ma chaîne YouTube MathES sur les modèles stochastiques, vous allez trouver une vidéo sur ces modèles-là, les modèles stochastiques, où je vais tout simplement bien expliquer cette fonction-là, que yt dépend de ces valeurs passées et des valeurs passées d'un bruit blanc qui est AT, AT-1 jusqu'à AT, je ne sais pas, AT-, ça dépend de notre série. Très bien. Alors, je continue. Donc, ici, c'est là. Alors, les classes des modèles de ce type, c'est-à-dire les modèles stochastiques, si je veux maintenant les étudier, on ne va pas les étudier de la même façon que les modèles déterministes où on a vu le modèle additif et le modèle multiplicatif. Non. Pourquoi? Parce que maintenant l'erreur, elle est aléatoire, elle est corrélée, elle dépend des passés. Et donc lorsqu'elle dépend des passés, ça veut dire ici je dois la modéliser. Et si je la modélise, donc il y a des types qui sont plus fréquemment utilisés, qui sont par exemple le modèle Sarima ou le modèle Arima ou les modèles Arma. Ils sont connus par les modèles Arma et ça on va le voir dans une vidéo qui sera focalisée que sur les modèles stochastiques et le modèle Arma. Ok? Très bien. Alors maintenant, résumons ce qu'on vient de voir. Schématiquement, c'est ça le résumé. Schématiquement, qu'est-ce qu'on a vu? On s'intéresse tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est face à une série chronologique. Alors, c'est là où ça sera très important. Je vous ai donné des informations, je vous ai donné des consignes de part et d'autre, et maintenant je vais les rassembler dans ce schéma, le schéma que vous avez devant vous. Alors,
Premièrement, je suis face à une série chronologique, hein, ok? Maintenant, je suis en train de parler pour les gens qui font de la recherche, hein, et surtout pour les gens qui font un doctorat, ok? Alors, pour d'autres personnes qui sont licenciées ou bien sûr en master, c'est évident qu'il arrive à comprendre. C'est très important, ok? Maintenant, je suis face à une série chronologique. Alors, et je me pose la question, je vais utiliser un modèle déterministe ou un modèle stochastique. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est primordial. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois s'intéresser à la tendance et à la saisonnalité. Je vous ai tout simplement tout à l'heure expliqué c'est quoi la tendance, c'est-à-dire l'allure de la série. L'allure de la série. La saisonnalité, c'est les saisons, c'est, on va dire, la composante saisonnière qui se répète. OK? Très bien. Qu'est-ce que je dois faire avec la tendance et la saisonnalité? Je dois les isoler. Je dois isoler la tendance et la saisonnalité. Si j'ai que la tendance, je dois isoler la tendance. Si j'ai que la saisonnalité, je dois isoler la saisonnalité. Si j'ai les deux, je dois tous les deux, je dois les isoler. Alors, comment je vais faire? Alors, on va dire, la façon de les isoler, il y a plusieurs méthodes. Ça, on va les voir pour après. OK? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, on cherche à les modéliser. Je les isole, c'est-à-dire j'arrive à calculer et à dire voici les valeurs qui correspondent à la tendance, voici les valeurs qui correspondent à la, on va dire, composante saisonnière. Et bien, les valeurs qui correspondent à la tendance, je vais les modéliser. Je vais les modéliser par MCO, par MCG, ce que vous voulez. Ça dépend, on est d'accord? Moindre carré ordinaire, moindre carré généralisé, ce que vous voulez, ou d'autres modèles. On est d'accord? Je les modélise, je les estime, et après, je dois les éliminer de quoi? Je dois les éliminer de la série. Et enfin, on les élimine de la série. OK? Ces deux opérations s'appellent la détendancialisation, c'est-à-dire j'enlève, j'élimine la tendance, et la désaisonnalisation, c'est-à-dire j'élimine la saisonnalité. OK, on est d'accord? Une fois que je les élimine, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'erreur, le epsilon t. Je répète, ici, on avait YT, j'ai éliminé le F de T, et j'ai éliminé le S de T. C'est-à-dire j'ai éliminé la tendance et la saison, la composante saisonnière. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'epsilon. On est d'accord? Très bien. Alors lorsqu'il me reste le epsilon t, maintenant je vais étudier le epsilon t. Très bien. Je vais l'étudier. Si les composantes de ce epsilon t sont IID, c'est-à-dire ils sont identiquement distribuées et elles sont indépendantes. Alors, s'ils sont identiquement distribués et elles sont indépendantes, donc il s'agit d'un modèle déterministe. Et dans ce cas-là, je vais rien faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé à isoler la tendance, isoler la composante saisonnière. Il me reste que l'erreur. Dans l'erreur, je l'ai étudiée. Lorsque je l'ai étudiée, j'ai trouvé qu'il s'agit d'une erreur qui est IID, identiquement distribuée et indépendante. Alors c'est bon. Donc il s'agit d'un modèle déterministe. Très bien. Par contre, si je rencontre qu'il ne s'agit pas d'un modèle, que les epsilon t ne sont pas identiquement distribués, la plupart du temps ils vont être identiquement distribués, mais ils ne vont pas être indépendants, c'est-à-dire ils vont être corrélés. Alors dans ce cas-là, je dois les modéliser et pour les modéliser, je dois passer par les modèles stochastiques. Et donc c'est ça le résumé. Je répète, ça c'est primordial, je le répète, c'est primordial pour les gens qui font le doctorat. C'est primordial. Vous prenez votre série, vous lui isolez bien sûr la tendance et la saisonnalité. Lorsque vous les isolez, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez les estimer, vous allez les éliminer de la série. Il va vous rester que le epsilon t. Lorsque il vous reste que le epsilon t, vous devez tout simplement étudier ce epsilon t. Si ce epsilon t il est IID, alors il s'agit d'un modèle déterministe et vous utilisez
c'est un modèle additif ou un modèle multiplicatif. Par contre, s'il n'est pas un IID, ça veut dire que c'est un modèle stochastique et vous devez utiliser on va dire les types de modèles sous forme de ARMA, ARIMA, SARIMA ou je ne sais pas. Et j'espère que vous avez vraiment compris, on va dire, cette introduction des séries chronologiques qui est pour moi très, très importante. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.